Dominés par notre pulsion d'agir, nous sommes nerveux, agités et superficiels. Je vous laisse quelques secondes. Dominés par notre pulsion d'agir, nous sommes nerveux, agités et superficiels. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que les gens ont beaucoup de mal, enfin, tout le monde, mais j'ai souvent remarqué qu'on avait pas mal de mal, moi y compris, mais j'en ai conscience, par exemple de rester dans le silence, que ce soit en interaction l'un avec l'autre, ou que ce soit avec les autres ou seul, on a du mal. Rester juste posé. Il faut qu'on s'occupe. Maintenant, l'occupation en soi, c'est bon pour l'esprit. Parce que c'est vrai que lorsqu'on ne fait rien de spécial, qu'on est allongé, assis ou juste à attendre quelque chose, on a tendance à faire vagabonder notre esprit, etc. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, trouver une lecture, une écoute, un visionnage, parler, bouger, faire une activité quelconque, c'est quand même bon pour l'esprit. C'est nutritif, malgré tout, d'être en activité, mais à bien des occasions, dans mes conversations en particulier, j'ai souvent eu, et en partie parce que je sais que peut-être je transmets un peu d'énergie de par mon attention quand je suis en conversation avec les gens, donc les gens ressentent une pulsion à répondre, une impulsion à répondre, réagir à ce que je dis, etc. spontanément, alors que bien souvent, moi je ressens une certaine importance au fait de simplement écouter, prendre du temps avant de répondre, rester un moment à réfléchir à ce que je dis ou quoi. Alors, je ne veux pas faire le type, mais franchement, bien souvent, je trouve que les gens, dans mes conversations, répondent trop vite et parlent trop. Ils donnent... Voilà, c'est une question de débit et de vitesse de réaction. Bien souvent, je trouve que les gens me répondent trop vite et trop. Maintenant, je sais aussi que on est aussi un peu peut-être en manque d'attention et on a beaucoup de choses à exprimer. Alors quand quelqu'un nous écoute ou fait attention à nous, on a tendance à déballer tout ce qu'on a en tête, etc. Donc ça peut se comprendre, mais ça révèle encore une fois peut-être une forme de pression en nous, de nervosité. Et alors ça aussi, ça peut s'expliquer par le fait que notre société moderne occidentale donne beaucoup d'importance à la productivité, l'action, le travail, la possession, etc. Et donc valorise la notion d'action et en partie aussi parce que nous sommes sous influence encore en ce moment sous une influence majoritairement masculine. Alors je dis pas masculine les hommes, masculin dans la notion d'action. Masculin plus
action, production, féminin moins, réception, passivité. Et alors pour que le monde s'équilibre, de plus en plus, la femme prend de l'importance, le féminin prend le plus d'importance dans notre monde. Pour qu'il s'équilibre, nous devons devenir un peu plus réceptifs, contemplatifs, sensibles, et voire un peu passifs, mais passifs dans le sens pas non plus ne rien faire. Par exemple, vous voyez ici la représentation d'un méditant. Moi-même, quand je médite beaucoup, je sais que ce n'est pas non plus ne rien faire, c'est se concentrer, c'est une forme de concentration en fait. C'est focaliser son esprit sur un point mental, physique ou visuel ou auditif ou quoi, ou simplement la respiration ou quoi, mais en tout cas c'est maintenir son esprit dans un état, une forme d'attentivité et de concentration. Donc c'est une émission d'énergie malgré tout. C'est une concentration attentionnelle et également énergétique, puisqu'on canalise aussi notre énergie pour être plus serein, même plus efficace, plus concentré une fois la méditation achevée. On peut également préserver son état méditatif tout au long de notre journée en essayant de préserver le silence intérieur, etc. Savoir également qu'un esprit silencieux ne se fatigue pas, très très lentement. J'ai déjà remarqué, quand je suis en activité quelconque, si mon esprit est vide, silencieux, et que je ne me préoccupe pas d'autre chose que de ma tâche, eh bien j'ai beaucoup 2 voire 3 fois plus d'énergie pour l'accomplir, et peut-être pas de la motivation, mais pas de distraction en tout cas. Et des fois c'est simplement la distraction qui nous fatigue, que ce soit l'heure, que ce soit l'envie de manger, que ce soit l'envie de chic ou de chaque autre que notre activité directe. Un esprit silencieux, et alors je dis n'importe quel type d'activité, ça peut être la cuisine, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être faire son ménage, ça peut être marcher en rue, ça peut être faire ses courses, ça peut être peu importe ce que l'on fait. L'esprit silencieux ne se fatigue pas. Alors j'ai envie de dire, on se sent plus motivé, mais pas dans le désir, dans l'appréciation de réaliser une simple tâche. Nerveux, agité et superficiel. Alors superficiel, voilà. Quand pour revenir peut-être à la personne qui se sent obligée, qui se sent forcée de parler ou de bouger, va donner moins d'intensité à son action ou à son propos. Il va faire du vent. C'est un peu ça, c'est faire du vent. C'est une perte d'énergie et c'est manquer de profondeur dans sa parole ou son action. À bien des égards, je trouve que il y a beaucoup plus de profondeur dans une action lorsqu'elle est émise aussi, lorsqu'on produit une action sans dire un mot. Sans dire un mot. On le fait juste. On a notre idée qu'on garde pour soi, notre intention, nos ressentis, on l'accomplit et on ne dit rien. Par exemple, en ce moment, j'aime bien faire des cadeaux. Des cadeaux. Que ce soit mes bouquins, que ce soit... en ce moment, c'était pas mal par rapport à des filles qui me stimulaient sentimentalement. Et j'aimais bien faire des cadeaux sans rien dire. Juste une marque d'affection sans rien dire. Juste poser un cadeau comme ça.
Et je savais qu'il y avait plus pour moi. Moi, je ressentais plus de sincérité, de profondeur par mon geste que le blabla habituel de drague, essayer de plaire, essayer de chic ou de tchac. Non, mon intérêt est vrai, il est profond, et pour moi, la meilleure façon de montrer, en ce moment en tout cas, la meilleure façon de témoigner mon affection, c'est par un petit cadeau sans rien dire. Et même sans mettre mon nom, même sans dire de qui est, de la part de qui ou quoi. Et j'ai toujours plus respecté ce genre de choses que un cadeau et tout un texte de séduction ou de et un discours accompagné pour finalement manipuler quelque part personne, enjoliver, etc. Les mots également, je trouve que les mots prononcés avec notre langue sont beaucoup plus manipulateurs qu'un geste. Un geste sans rien dire. C'est pour cela également que vis-à-vis de mes amis, il y a bien des choses qui me dérangent dans leur face, parce que je suis également un peu exigeant. Il y a beaucoup de choses chez les gens, mes amis, qui me dérangent dans leur façon de parler, leur manière, etc. Mais ce qui m'importe le plus, c'est les actions. Les actions. Par exemple, je me suis déjà retrouvé ces derniers temps en difficulté financière, sans être non plus dans la pauvreté, mais quand même. Et je ne disais rien, je ne demandais rien, enfin je n'avais rien demandé, et naturellement, un ami me propose, tiens, je peux te prêter si tu veux. Au début je dis non, mais je reconnais que j'ai peut-être besoin, et puis je sais que je rembourse avec intérêt. Pour moi, c'est un principe, par exemple, de rembourser quelqu'un avec un petit intérêt, genre 5 € en plus de son prêt, juste pour le remercier. Mais voilà, sans rien dire, juste un prêt, c'est une preuve. Alors, bien sûr, on ne connaît pas vraiment l'intention des gens. Pourquoi les gens font ceci ou font cela. Mais c'est fait. C'est fait. Et à bien des égards, le résultat, c'est le résultat qui est le plus important. Moi, en tout cas, oui, la meilleure façon de prouver, de témoigner du respect, de l'affection pour quelqu'un, c'est par les actes, et non par les mots. Alors, peut-être pour terminer, ouais, enfin, ça appuie ce que j'ai dit précédemment, mais ce qu'il y a, c'est que une personne aussi qui agit avec nervosité n'est pas sincère. C'est la nervosité qui agit, c'est sa nervosité qui parle. En ce qui nous concerne, je sais que dans notre société, on est beaucoup en proie au stress. Et moi-même, le stress et l'anxiété, j'en ai. Et moi-même, je sais qu'il y a des comportements que je fais par anxiété ou par stress, et non par réelle envie. Donc, ça manque beaucoup de pertinence à un acte réalisé par stress ou anxiété. Parce qu'on agit par peur d'une mauvaise répercussion. Donc c'est la peur qui nous pousse. Et là, on n'est plus soi-même. On n'est plus dans une volonté sincère. On est dans une envie d'éviter une conséquence désagréable. Et ça,
Ça, je pense que ça nous concerne pour beaucoup d'agir par stress. Nous sommes en proie à nos peurs. On a peur, clairement. Bien de nos actions quotidiennes et de vie, et là je vais un peu plus profond, dictées par nos peurs, par la peur. On a plein de peurs différentes, mais je sais qu'il y en a une que tout le monde a d'office. La peur de mourir. La peur de mourir est bien de nos actions. Maintenant, c'est devenu inconscient, c'est intégré depuis notre enfance. Mais bien de nos actions, je pense, sont réalisées pour nous prévenir de la mort, de la souffrance, du danger. Alors, il y a plein d'autres peurs quand même, comme la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, etc. Mais je sais que la première, la plus profonde de nos peurs, peut-être, c'est celle de mourir. Et ça, ce qui me fait dire que ça dicte nos actes quotidiens, par exemple, c'est le fait d'aller travailler pour gagner de l'argent et pour manger. Manger pourquoi? Pour vivre. Alors, c'est cool de manger, hein, il y en a beaucoup. La plupart d'entre nous adorent manger. Mais c'est dicté sous-jacent par une volonté de survie. Et donc la plupart des gens travaillent et la plupart des gens ont peur. La plupart des gens ont peur, voire même tout le monde. Tout le monde a peur de la mort et donc on mange pour survivre. On mange pour survivre, pour éviter la mort. En partie, hein. Je sais qu'il y a cette peur-là en nous. Donc, est-ce que c'est superficiel de manger? Si on mange par peur, c'est un peu superficiel. C'est un peu involontaire, en fait. Est-ce qu'on pourrait se dire, mais merde! Et ça, là on en revient peut-être encore au bouddhisme, etc., qui cible le fait que, en tant qu'être humain, nous sommes souffrants. En tant qu'être vivant, nous sommes souffrants parce que nous sommes soumis à nos besoins. Commencer par le besoin primaire. Parce que quand nos besoins ne sont pas assouvis, nous sommes en manque. Et nous sommes en frustration, en manque, et c'est une forme de souffrance. La personne qui n'a pas à manger souffre. Et c'est une forme de dépendance au matériel. Alors, bon, je veux pas... Mais c'est très très subtil ce que je dis, parce que c'est pas une réelle souffrance, hein. Même la plupart des gens ont plaisir de manger. Mais comprendre cette idée-là, que ça va assez profondément dans notre conditionnement et notre emprisonnement physique et mental, notre âme, qui est énergie pure, a priori, n'a besoin de rien. Mais le fait d'être incarné dans un être vivant, sur Terre, un être humain, crée en elle des dépendances. Et de ces dépendances-là, eh bien, elle en souffre dans un sens où elle n'est pas libre. On n'est pas libre au fond. Je reviens à cette notion de liberté. Et en effet, au fond de nous, on n'est pas libre. Juste pour un point. Alors, il y a 14 besoins fondamentaux. Et déjà, rien que le tout premier besoin est manger. Donc, oui. Terminé. Rien que le fait d'être dépendant au fait de manger nous rend un peu superficiel. Et pour revenir à cette image en question du méditant, il y en a certains en Inde ou d'autres endroits qui ont un très haut degré de méditation et qui
paraîtrait ne se nourrirait que de leur ki, qui se manifeste par la respiration. La respiration, c'est la manifestation de notre énergie vitale. Donc ils se nourriraient de leur respiration et resteraient toute la journée, voire plusieurs jours, sans manger ni boire. Ils ne se nourriraient que de leur ki, ce qui me paraît tout à fait sensé, car c'est notre ki, c'est notre énergie vitale, l'essence de notre vie. Se nourrir de notre essence me paraît tout à fait sensé. Alors, j'y arriverai peut-être jamais, je ne suis pas jusque là, et j'y arriverai peut-être jamais, mais ça me paraît tout à fait sensé. Et là, il y a de la profondeur. Il y a là, c'est la personne qui se nourrit de son ki. Il n'y a pas plus profond. Pas plus profond. Et qu'il ne se sent pas obligé d'agir. Il est juste posé comme un arbre. L'arbre, c'est pareil. L'arbre, toute sa vie, il reste fixé au même endroit et il n'en a rien à foutre de rien. L'arbre, il est là toute seule. Au même endroit et il n'en a rien à foutre. Il se nourrit alors de soleil, etc. D'eau, de soleil, mais tout est mis à disposition autour de lui, etc. Alors il est pas un arbre ou un végétal quelconque, il lui faut deux conditions au moins, qui est de l'eau et de l'énergie du soleil, donc la lumière, ben ça va être de l'énergie. Il y a de l'eau et de l'énergie, et puis de la terre aussi, la plante peut pousser. Et toute sa vie, elle va rester au même endroit, sans souffrir de quelconque agitation. En fait, elle n'a pas besoin de bouger, la plante, pas besoin. Mais elle est également enracinée. Tandis que nous, on n'est pas enracinés. C'est un peu délicat peut-être à expliquer que nous, en tant qu'être humain, on est censé bouger, au fait. On est censé bouger, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'animal. Animal qui vient de animus, je ne me trompe pas, qui veut dire animé en latin. Nous sommes des êtres animés, donc des êtres bougeants. Mais on a le même ki en nous que l'arbre. Enfin, soit. Je vais pas m'aventurer sur non plus des sujets que je ne maîtrise pas des masses non plus, mais c'est un peu ça l'idée. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.